Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans notre émission spéciale Confession intime. Tous les vendredis à partir de 21 heures, nous accueillons des personnes ayant vécu des événements marquants dans leur vie. Nous sommes toujours avec le psychologue M. Hérol Nuissier qui pourra nous faire mieux comprendre certaines émotions et ainsi appréhender certains comportements. Ce soir, nous sommes avec Anna Yancy qui va nous parler de sa double nationalité. Alors tenez-vous prêts, Intimate Talk, c'est maintenant. Bonsoir Anna. Bonsoir Mégane. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je te sens à l'aise dans ton élément ce soir. C'est vrai, je me sens tout à fait à l'aise. Merci beaucoup. Anna, ce soir, tu as pris le courage de venir sur ce plateau et ainsi te confier en toute intimité avec moi. Et nous allons parler de ta double nationalité. Cette double nationalité qui a quand même une place prédominante dans ta vie parce qu'il a fallu à un moment dans ta vie s'adapter et s'accaparer une nouvelle identité. Alors, ce soir, Anna, raconte-nous ton histoire. Oh mon Dieu. Tout d'abord, merci Mégane de m'accueillir ici. Mon histoire, en fait, elle débute par l'histoire d'un jeune couple, donc mon père et ma mère. On est dans les années 70, puisque j'ai 46 ans, je ne l'ai pas dit. J'ai 4 enfants. Et dans ces années 70, effectivement, il y a ce Guadeloupéen qui va rencontrer cette jeune Dominicaine. Ils vont tomber amoureux, elle va vite tomber enceinte. Et ils vont se séparer un moment et il arrivera un moment, pour ne pas me répéter, où mon père voudra me récupérer à mes 5 ans et demi. Alors à ce moment-là, je suis dans le sud de la République dominicaine, dans un petit village qui s'appelle Duverger et qui est vraiment situé, si tu veux, à la limite de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Alors, on est après le cyclone David. Alors, je suppose que tu n'étais pas encore né. Non. 79, voilà. Mon père est pilote privé et il décide d'aller récupérer sa gamine, coûte que coûte et tout. Il arrive dans ce village, je suis à la charge de ma grand-mère, ma mère n'étant pas là, et il va faire des pieds et des mains pour me récupérer. Finalement, il arrive à me récupérer. Je pars avec lui dans ce petit coucou, cet avion. J'arrive sur le territoire français en Guadeloupe, donc en 1979. Et là, évidemment, moi qui ne parlais que l'espagnol, qui ne connaissais que cette culture avec ce petit village où je montais, il paraît, aux arbres et tout, tu m'imagines? Oui. Et j'arrive dans un pays, pour moi en tout cas, beaucoup plus civilisé que celui que je ne connaissais. Et là va démarrer une nouvelle vie. Exactement. Et le choc culturel. Le choc culturel. Nouvelle langue, nouveau mode de vie, nouvelle famille aussi, parce que du coup, c'est ma grand-mère paternelle qui va me recueillir. Tout à fait. Cette famille qui m'a donné beaucoup d'amour et beaucoup de rigueur. Ce que je n'avais pas, puisque j'étais vraiment la petite, entre guillemets, sauvageonne de Duverger. Et je vais aller à l'école. Je vais commencer mon éducation et tout. À Massabielle à l'époque, je me souviens très bien. Et je vais découvrir un monde tout nouveau pour moi. Tout nouveau parce que à cette époque, vous pouvez imaginer que les Dominicaines n'étaient pas bien vues, malheureusement. Tout à fait. Les stigmates qu'on a de la Dominicaine. Les stéréotypes, on va dire, les exactement, clichés. Plutôt ça, exactement. Donc, à partir de là, j'ai voulu vraiment effacer tout ce qui me faisait ressembler de près ou de loin de ma culture, quoi, de mon pays. Donc, je voulais ressembler à une vraie Guadeloupéenne. Vous savez, à cet âge-là, les enfants veulent se ressembler. Donc, tu as fait vraiment un rejet de ta précédente identité qui était dominicaine. Exact. Tu as complètement, comme on dit, occulté tout cela. Exactement. Ça s'est fait de manière évidemment inconsciente, hein, puisque j'étais petite. Comme je disais, je voulais ressembler aux autres enfants, aux jeunes Guadeloupéens. Je ne voulais pas avoir les cheveux métissés. Je ne voulais pas avoir cet accent que j'ai dû travailler beaucoup pour effacer et tout. Je voulais vraiment qu'on me prenne pour une Guadeloupéenne et que personne ne puisse imaginer de près ou de loin que j'étais espagnole, voilà. Exactement. Alors, comme on dit en Guadeloupe, pagnol. Ouais, pagnol. Voilà, l'expression. C'est un pagnol, voilà. Alors, justement, Anna, lorsque tu es arrivée, parce qu'on sait quand même que là où tu vivais, il y avait quand même de la pauvreté, c'est important de le dire. Donc, tu étais dans un contexte de pauvreté
Oui. extrême, pour ne pas dire... Oui, c'est ça, c'est bien ça. Extrême. Donc, tu as vécu cette pauvreté et ce papa, en fait, est venu te retirer de cette pauvreté pour te permettre de vivre cette autre vie en Guadeloupe. Et effectivement, on a une communauté dominicaine très importante ici en Guadeloupe, justement parce que ces gens fuient un petit peu cette pauvreté, la misère qui se trouve là-bas. Et à cette époque, lorsque tu as dû t'installer en Guadeloupe, il a fallu te confronter à une réalité, c'est que les préjugés. Comment tu t'en es sorti pour justement, face aux accusations, comme on dit, face aux Espagnols, les Espagnols, c'est des voleuses d'hommes, c'est des prostituées, c'est de l'argent facile, ce sont des femmes vénales. Alors, comment tu t'es retrouvé justement dans tout ça? Parce que tu as dû vivre ça, je suppose. Bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un processus qui ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a suivi jusqu'à jeune adulte, hein, même l'adolescence, plus loin que l'adolescence. Et à partir du moment en fait où j'ai eu des enfants et j'étais toujours dans ce déni en fait, j'ai commencé à me poser des questions existentielles. À ce moment-là, j'étais femme au foyer et je me disais, mais ma vie ne s'arrête pas qu'à ça. C'est beau, c'est bien. On est mariés, on fait des enfants, on les élève, on leur donne de l'amour, mais est-ce que je ne suis que ça en fait? Et ma quête a commencé à ce moment-là. J'ai fait du développement personnel, j'ai commencé comme je te disais, à me questionner. Et mon mari a été d'un grand secours à ce moment-là, puisque c'est lui qui m'a dit un jour, bon, mais ma chérie, il faut qu'on retourne. À tes sources. Exactement, il faut qu'on retourne là-bas, il faut que tu... Parce que je ne t'ai pas dit, mais en fait, je ne voyais plus ma famille. Tu as coupé les ponts. Oui, en fait, mon père qui m'avait récupéré, qui n'était plus en bon terme avec ma mère, m'avait un peu éloigné de tout ça. Et entre-temps, ma mère était décédée. Donc voilà, donc il m'a dit, il est temps pour toi de retourner sur ta terre natale et de faire la paix un peu avec tout ça. Retrouver ton identité. Exactement. Parce que tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Parce que finalement, les deux font partie de ta personne, de ton histoire. Donc, quand tu essayes d'occulter une partie, la dominicaine, et de prendre que la guadeloupéenne... ça fait forcément une déchirure. Une déchirure. C'est ça. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de me réaliser professionnellement. Je réalise qu'il y a un potentiel entre les deux îles. J'ai envie d'être dans l'entrepreneuriat, donc je pars là-bas, je décide de créer ma ligne de corset. Et là, je vais démarrer, je vais voir ma famille, je parle avec elle. Je ne parle pas bien l'espagnol, donc on me dit... Oh, elle le fait exprès. Comment se fait-il qu'elle est obligée? Une dominicaine, mais elle parle pas espagnol. Voilà, elle est de chez nous. Pourquoi, à la limite, je les snobais, mais pas du tout. En fait, tu as vraiment été, je ne sais pas si on peut dire ça, mais tu as vraiment été acculturée, en fait. C'est ça. Tu as complètement renié tout ce que tu avais avant. Pourtant, tu es bien né là et tu as bien vécu là. Et en fait, comment tu as fait pour retrouver? Alors, quand j'ai fait ma collection de corsets, je suis revenue avec en Guadeloupe. Ça a eu un succès que je ne m'attendais pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, vraiment, il y a du bon. C'est extraordinaire que je sois venue en Guadeloupe, que j'ai pu avoir cette éducation, que j'ai pu avoir cette rigueur. Mais j'ai quand même en moi cet ADN dominicain avec ce goût pour l'esthétisme, ce goût pour la beauté, ce féminisme et tout. Et j'ai dit, à partir de là, je me suis dit, je vais faire vraiment un pont entre les deux. Et je vais travailler dans le sens où je vais ramener ce savoir-faire que je récupérais en République dominicaine, ici en Guadeloupe. Et ça tombait bien parce que quelque part, la République dominicaine intéressait de plus en plus les Guadeloupéens pour investir, pour s'installer, pour ces mariages mixtes aussi. Donc, c'est tombé à point nommé. Et c'est parti comme ça, j'ai envie de te dire. Ah ben oui, alors, mais j'ai une petite question, c'est comment... aujourd'hui, quand tu amènes justement ces nouveautés en Guadeloupe, tu fais vraiment le lien. Tu as décidé de vivre avec tes deux identités, donc guadeloupéenne et dominicaine. Comment tu arrives à faire face aux gens qui disent « Ah oui, Kamene Biteraï, Kamene Idéaï en Guadeloupe ». Comment tu arrives à faire ce pont? Parce que c'est vrai que souvent, quand on voit une Espagnole réussir en Guadeloupe, « Ah non, Mike, il baille l'argent ». Tu vois, il y a toujours des petites réflexions qui sont là. « Ah oui, il doit être prostitué, l'argent prostitution là ». Franchement, je me fais fi de tout ça. Tu as appris j'ai appris à me connaître. J'apprends à me connaître parce que c'est pas fini.
J'ai fait des erreurs, je les Mhm. assume. Mhm. Comme on disait tout à l'heure, à un moment, je ne voulais pas ressembler à une dominicaine et Nickel. tout, alors que Mhm. comme je te disais aussi, il y a du bon, il y Mais a... oui, des deux côtés. exactement, et c'est mon histoire. Mhm. C'est mon histoire. Et à partir du moment où je n'avais pas, tant que je n'avais pas fait la paix, rien ne pouvait se passer. Donc, ce que les gens, à la limite, pourraient se dire, moi, je me dis, je veux servir de témoignage et de montrer que c'est possible, que oui, on peut être expatrié, on peut quitter ses racines, on peut quitter son pays, mais sans jamais oublier d'où on vient Tout et à en même fait. temps en s'insérant. Parce qu'il ne faut pas non plus, je vois ça en tout cas pour ma part d'un mauvais œil, de venir dans un pays étranger et puis de vouloir rester tel quel et tout et de ne pas s'assimiler. Tout à fait. Il faut s'intégrer, Mais mais tout en gardant son exactement. histoire, son Ça me identité. paraît important. Oui, Et parce qu'il c'est faut là qu'il y a de la savoir magie. d'où on vient pour savoir où Savoir où l'on on va. va. Tout à Exactement, d'où fait. l'expression. Donc, Mm. voilà. Alors, pour terminer, Anna, quel message justement que tu souhaiterais faire passer à ces femmes qui se retrouvent dans le même cas que toi? Parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de rentrer en Guadeloupe, qui doivent s'adapter, qui doivent faire face, comme on dit, à la critique Oui. guadeloupéenne. Mm. Comment faire face à cela? Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre histoire. Faites du mieux que vous pouvez. Mhm. Des erreurs, il y en aura toujours. On aura toujours à redire. Mais à partir du moment où on s'accepte et qu'on décide de s'améliorer, ben, ma foi, tout va bien, quoi. Donc voilà. Eh ben, merci Anna, merci pour ce Merci à toi, Mégane. témoignage et en tout cas merci de laisser ce beau message pour les femmes d'origine étrangère parce que on parle de dominicaines mais il y a aussi haïtiennes, Absolument. il y a plein d'autres nationalités qui viennent Mm. ici en Guadeloupe s'installer, c'est pas forcément invité. Je te remercie d'être venu ce soir témoigner de ton histoire et on se dit à très bientôt. Bonsoir Monsieur Walmissier, Bonsoir, mesdames. comment allez-vous? Très bien, Alors vous êtes prêts pour un nouveau témoignage de nos invités? tout à fait. Tout à fait. Alors, comme on a pu le regarder et le voir, nous accueillons cette jeune femme, Anna Yancy, qui est dominicaine, voilà, qui a fait une partie de sa jeunesse en République dominicaine et qui a dû s'installer en catastrophe en Guadeloupe. Et de là, un long travail d'adaptation et surtout de personnalité a dû se faire. Et on voit vraiment ce conflit entre ces deux identités, ces deux appartenances culturelles qui sont totalement différentes. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur la double nationalité? Alors, c'est toujours assez difficile parce que quand il y a deux nationalités, il y en a une qui prime sur l'autre. L'une qu'on met en avant, qu'on valorise, et l'autre qu'on a tendance un peu à oublier, à mettre de côté. Et on a vu d'ailleurs dans le reportage que c'est un peu ce qu'elle disait. C'est que d'un côté, tout ce qui était lié à ses origines de République dominicaine, elle avait tendance à les oublier, à ne pas y penser. Mais au bout d'un moment, quand même, une chose ressurgisse de manière massive, parce qu'au fond d'elle-même, cette identité ne disparaît jamais. On la refoule, mais elle est toujours présente. Et par ailleurs, cette identité guadeloupéenne, qui est aussi liée à sa famille, puisqu'elle a aussi de la famille donc, en Guadeloupe, famille guadeloupéenne, et puis elle vit aussi là, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que, moi je crois que l'identité, elle n'est pas seulement d'où on vient, c'est comment on se sent et où on vit. Et par conséquent, elle est intégrée dans le milieu guadeloupéen, donc elle a sa place, et donc elle devient guadeloupéenne. Par conséquent, la double identité, l'une de côté, l'une qu'on met sous le boisseau et l'autre qu'on exprime, et donc c'est vrai que c'est important. Donc toujours une souffrance en fait, personnellement, même si on n'en parle pas toujours. Alors justement, elle nous parle bien, elle nous dit que en fait jusqu'à ses 5 ans à peu près, elle était avec sa mère en République dominicaine. Elle a été éduquée par sa grand-mère parce qu'elle était quand même dans un climat, dans un contexte assez pauvre, il faut se rappeler de ça. Donc la vie était difficile. Et de là, en fait, son père a décidé de venir la récupérer en catastrophe pour la faire rentrer en Guadeloupe par rapport au climat qui était vraiment dévastateur pour cette jeune fille. Mais finalement, arrivée en Guadeloupe, il y a un tout autre combat qui l'attend. C'est celui de s'adapter. Oui. Donc, cette phase d'adaptation, elle a eu ce qu'on appelle cette sensation de rejet. Parce qu'effectivement, les a priori, les préjugés, voilà, sur les Espagnols c'est ci, les Espagnols c'est ça, c'est ci. Donc, c'est vrai que, en fait, elle a voulu vraiment occulter cette personnalité et faire place à la partie guadeloupéenne.
Elle a vraiment fait un travail sur elle. Elle a changé, elle a fait en sorte de ne plus avoir l'accent, parce que l'espagnol, même si elle parle français, elle a toujours ce petit accent. Elle a vraiment travaillé sur son accent, sur son apparence aussi, pour ne pas avoir l'allure d'une espagnole, sur sa façon d'être et d'agir. Donc, on sent vraiment qu'au fur et à mesure, quand elle grandit, pour se faire accepter et ne pas être jugée, elle s'est complètement déracinée, ce qu'on peut dire, déracinée, et elle sent en fait que, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle est malheureuse dans sa vie, parce qu'elle a l'impression qu'elle ne sait pas où se mettre. Est-ce que je suis guadeloupéenne? Est-ce que je suis espagnole? Enfin, comment pouvez-vous nous expliquer cela? C'est ce qu'on appelle un phénomène de dépersonnalisation. C'est-à-dire que la personnalité antérieure, celle de l'enfant né en République dominicaine dans une famille avec beaucoup de douleurs, difficultés matérielles, financières, mais en même temps beaucoup d'amour aussi. Il y a quand même cette présence. Mais c'est vrai que la vie est quand même extrêmement difficile dans le matériel. Donc l'idée, c'est de ce milieu qui lui a donné aussi la force de se battre pour s'en sortir. Parce que quand on vient de ce milieu, on sait ce que c'est que de ne pas avoir à manger et à boire tous les jours. On sait ce que c'est que de ne pas aller à l'école. On sait ce que c'est que de ne pas avoir un toit, je dirais, sécurisant pour dormir. Par conséquent, c'est fort aussi de cette difficulté, de cette souffrance qu'elle a pu se battre pour s'intégrer en Guadeloupe. Mais ça a nécessité effectivement la dépersonnalisation, c'est-à-dire enlever cette partie qui pourtant l'a aidé à exister, à survivre et à se battre, pour faire une autre personnalité, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le préjugé est extrêmement fort. Espagnol, ça veut dire que c'est prostituée. Par conséquent, si elle vient de la République dominicaine, elle est forcément l'enfant d'une prostituée. Et on n'imagine même pas qu'il pourrait en être autrement. Donc pour elle, il faut se protéger contre ça. Parce que pour s'intégrer socialement, on ne peut pas être l'enfant d'une prostituée. Il faut être l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc on s'invente un personnage, on s'invente une autre maman, on s'invente un autre milieu. Et par conséquent, il doit coller aussi à ce milieu guadeloupéen. Et par conséquent, ce qu'on vit là-bas, on doit un peu l'oublier. Même si avec les proches, on peut en parler. Mais avec le public, c'est interdit. Donc il y a cette espèce de double mouvement qui fait que c'est une souffrance énorme parce qu'on est toujours tiraillé. Est-ce que je me laisse aller? Est-ce que j'ose dire ce que je suis? Est-ce que je le cache? Est-ce que j'ose être totalement guadeloupéenne? Mais en même temps, est-ce que j'oublie ce que je suis? On voit bien cette difficulté, cette souffrance chez elle, ce phénomène de dépersonnalisation tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Alors justement, après avoir pris conscience de cette dépersonnalisation, il a fallu un moment qu'elle retourne sur sa terre natale. Parce qu'effectivement, le besoin se faisait ressentir. Et grâce à son mari, parce que c'est son mari qui l'a permis de sortir, on va dire, dans ce trou noir, où on a... En fait, on a deux identités, mais finalement, on se retrouve sans identité. Parce qu'on est tellement tiraillé entre les deux qu'on ne sait pas qui on est. Donc, son mari, dans un processus de guérison, lui a dit, il faudrait que tu retournes sur ta terre natale et que tu puisses te retrouver, que tu puisses aller chercher ta famille, ou comment ils vont, parler avec eux. Parce qu'aujourd'hui, certes, tu as essayé de mettre tout ça de côté, mais il te reste encore cette part d'histoire qui est encore à Saint-Domingue. Parce que sa maman est encore à Saint-Domingue, là. Bien sûr. Donc, effectivement, ça revient. Et elle a fait ce premier pas-là. Et de là, effectivement, sa mère était déjà décédée. Donc, elle n'a pas pu dire au revoir à sa mère. Cette partie qui est dominicaine, parce que c'est de sa mère qu'elle prend ses origines dominicaines. Et son père du côté guadeloupéen. Donc, effectivement, ça a été très difficile pour elle d'accepter. Et c'est au fur et à mesure maintenant qu'elle se dit qu'il faudrait peut-être qu'elle retourne là-bas. Avec cette notion de français, avec cet héritage guadeloupéen, mais toujours avec ses racines dominicaines. Alors, comment se retrouver quand on prend la direction de la guérison? Comment faire face justement, une fois qu'on est sur place et qu'on se dit « Waouh, je suis sur ma terre natale, je vais retrouver des gens que j'ai connus durant mon enfance. Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce qu'on va m'accepter cette fois-ci dans mon pays, qui est le mien? » En fait, c'est complètement fou, en fait. Des deux côtés, on a cette adaptation à faire à chaque fois. Alors, il y a d'abord un geste d'amour initial, qui est celui de son mari, qu'il aime telle qu'elle est dans sa richesse, à la fois espagnole, à la fois française, et par conséquent, lui, il veut que cette femme soit épanouie.
Et donc, il l'amène vers cette terre en disant que si elle retourne vers ses racines, elle pourra se ressourcer et repartir du bon pied. Parce qu'il sent qu'elle est en situation de souffrance, Oui, tout à puisqu'elle tait toujours cette partie de cette culture qui pourtant a envie de jaillir. Donc, par conséquent, l'acte d'amour fait qu'on a envie aussi de prendre confiance en soi, de retrouver ses racines, de repartir autrement, d'accepter ce que l'on est totalement. Donc cet acte de retour au pays natal, comme on dit, lui permet effectivement de retrouver une certaine force en elle. Deuxième élément, elle se reconstruit aussi à partir de ce ressourcement, mais elle accepte aussi d'être française pleinement. Par conséquent, française, c'est une nationalité, d'accord, mais elle aussi, c'est en termes d'identité. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une culture qui est double finalement. Au lieu d'en rejeter une et d'accepter une autre, eh bien, elle accepte les deux. Et par conséquent, c'est important parce que l'acte d'amour permet ça. Et ça qui est important, c'est noter que grâce à l'amour de son mari, elle peut accepter d'être telle qu'elle est, pleine, entière et riche, et non pas occulter une partie de ce qu'elle est. Mais rares sont les gens qui peuvent justement vivre cette relation d'amour pour accepter d'être pleinement ce qu'ils sont. Alors, pour terminer, on voit qu'à la fin de son témoignage, elle dit vraiment, elle a voulu laisser un message à toutes ces femmes espagnoles qui viennent, qui migrent, on va dire, ici en Guadeloupe, justement pour trouver un meilleur climat, une meilleure vie. Et elle nous le dit franchement, il faut arrêter de penser que les Espagnols, les femmes espagnoles, ne font que de la coiffure, ou ne sont que prothésistes ongulaires, ou ne sont que prostituées. Et tout parce qu'en fait, il y a énormément de femmes espagnoles qui sont des femmes qui ont des postes qui ne sont pas du tout vénales, parce qu'on a tendance à croire que la femme espagnole, c'est l'argent, c'est... Enfin voilà, c'est vraiment un rapport avec l'argent qui est particulier. Et elle a dit franchement qu'elle elle a souffert de ça et qu'elle a vraiment envie que cette image puisse partir, parce que de plus en plus, les femmes espagnoles ne sont pas comme ça. Elles ne sont pas venues dans ce but. Elles sont vraiment venues pour chercher une meilleure condition de vie. De manière générale, tous les gens qui migrent veulent changer de vie. C'est parce qu'ils souffrent chez eux qu'ils espèrent une vie meilleure ailleurs. Ils ne viennent pas pour faire du tourisme, c'est une souffrance. Deuxième élément, on sait bien que les préjugés demeurent longtemps. C'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs années pour qu'on puisse penser, en voyant l'évolution des enfants, deuxième, troisième génération, qui sont issus de ces familles d'origine dominicaine, évoluer dans d'autres postes, comme chef d'entreprise, ou dans des administrations, ou dans d'autres services de manière générale publics comme privés. Et par conséquent, en multipliant les postes, en multipliant les conditions dans lesquelles ils travaillent, en multipliant aussi cette richesse qu'ils ont en eux, alors on va les reconnaître comme étant eux-mêmes dans leur fonction, et non pas comme étant enfants d'eux, mais dans la fonction qu'ils occupent, avec le respect qu'on leur doit et avec la compétence qui est la leur aussi. Et c'est ça qui est important, qu'on reconnaisse l'individu selon leurs compétences, selon leur richesse, et non pas selon leur origine, car c'est pas suffisant. C'est limitatif et c'est aussi une souffrance finalement. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci, Monsieur Erol Nuissier, pour votre analyse. Et chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt.